Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, euh, aujourd'hui, comme c'est vendredi soir, on se veut un peu relax, hein. Je m'appelle Michel Bienton, web journaliste camerounais, toujours à votre service. Vous savez, les vendredis soirs, on doit un peu déstresser. Et c'est vrai que j'ai des goûts un peu ringards. Bon, vous savez, pour moi, la musique, la bonne musique se faisait à l'époque, hein. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, vraiment, c'est du gros n'importe quoi. En termes de musique, chaque fois que je joue de la musique ici, je pars toujours puiser dans la musique en fait, la musique qui était à la mode lorsque j'avais un âge, lorsque j'étais un peu plus jeune. Alors, ce jour, je vais d'abord commencer avant que d'en arriver au cœur du ballot, comme on dit. Je vais d'abord vous parler de moi. Vous savez, avant d'être enfin, c'est vrai que je suis journaliste de profession, hein, et les badges que vous voyez là, vous voyez là, presse, voilà. Donc les multiples badges que vous voyez là, c'est retrace un tout petit peu ma courte carrière journalistique. Bon, mais en plus de ça aussi, j'ai fait des études universitaires. Donc j'ai eu un master en sciences politiques, master de premier degré en sciences politiques. Après avoir fait un peu de droit, vous savez, on ne peut pas faire de sciences politiques sans avoir fait de droit, c'est pas possible. Donc, en première année, j'ai fait le principe général au droit avec le professeur Minkwache, qui est aujourd'hui recteur de l'université de Yaoundé 2. Bon, j'ai également fait du droit constitutionnel, le Magloire Rondois, qui m'a donné cours de droit constitutionnel, je crois en première et puis en deuxième année, si mes souvenirs sont exacts. Magloire Rondois, qui est aujourd'hui, je crois, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Bon, j'ai également fait du droit international, c'est-à-dire avec les professeurs professeur Atangana Malongé, à l'université de Yaoundé 2 à soi. Donc ça veut dire que quand je parle d'un phénomène en politique, quand je parle du droit pénal, du droit international, je parle escalité. Donc je suis capable de vous faire une analyse, de vous analyser un phénomène politique en utilisant des matériaux tant politiques que juridiques. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du combat des anglophones. C'est-à-dire que de ce qui se passe en ce moment dans le Southern Cameroun. Je parle bien du Southern Cameroun, le territoire, parce que c'est un territoire. Alors, ce que les anglophones revendiquent, c'est l'indépendance de leur territoire, de leur peuple. Ils ne revendiquent pas la sécession, ils revendiquent l'indépendance. Et dans ce combat pour l'indépendance, ils ont en face d'eux tout un système international qui utilise des agents locaux que sont, bon, hier c'était Aïdjo, aujourd'hui c'est Paul Biya. Mais en réalité, ils ont en face d'eux un système international. Et ce système international-là, et dans ce système international, on retrouve la France, l'Angleterre et l'ONU. Bon, maintenant, la différence entre les deux camps, c'est que les anglophones du Cameroun, le peuple du Southern Cameroun, utilisent les voies de droit, c'est-à-dire que s'abritent sous le parapluie de la loi, du droit international, pendant qu'en face, le système international qui les combat utilise plutôt le droit de la force. C'est-à-dire que utilise plutôt les moyens politiques ou géopolitiques. Donc ça veut dire que d'un côté, vous avez les anglophones qui se battent pour acquérir leurs droits
à l'autodétermination, le droit à obtenir l'indépendance en tant que peuple d'un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies, parce que le Southern Cameroun, qui est appelé aujourd'hui par abus de langage par les autorités de la République du Cameroun, les deux régions anglophones, est en réalité un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies. Mais maintenant, ils ont en face d'eux un système international qui utilise, c'est-à-dire que qui utilise plutôt l'argument politique, l'argument géopolitique, l'argument de conquête d'un territoire qui est riche en pétrole, qui est riche en ressources minières, qui est riche en pas mal de choses sur le plan agricole. Voilà la différence entre les deux camps. Mais malheureusement, en tant que légaliste, moi je ne peux que me ranger du côté de la loi. Je ne peux que me ranger du côté du droit, je ne peux que me ranger du côté de la légalité. Alors, qu'est-ce qui fonde le combat des anglophones aujourd'hui? C'est la Charte des Nations Unies. Alors, l'article 1.2 de la Charte des Nations Unies prescrit aux États le respect du droit des peuples à disposer de lui-même. Ça veut dire que la République du Cameroun français, qui est reconnue aux Nations Unies depuis le 20 septembre 1960, se doit de respecter le droit du peuple du Southern Cameroun de disposer de lui-même. Alors, les anglophones sont également protégés dans leur combat pour l'indépendance par le principe juridique de l'intangibilité des frontières. Et la frontière qui sépare les deux Camerouns, c'est-à-dire le Southern Cameroun, de la République du Cameroun français jusqu'aujourd'hui, parce que cette frontière n'a jamais été remise en cause, jusqu'aujourd'hui, bon, il y a les accords Simon-Milner, signés en 1917, qui n'ont jamais été remis en cause jusqu'aujourd'hui. Il y a le traité de Versailles qui a entériné ces accords Simon-Milner, le traité de Versailles du 28 juillet 1919. Il y a la déclaration conjointe du gouverneur des colonies et du protectorat du Nigeria et du gouverneur du Cameroun, la déclaration conjointe du gouverneur des colonies et du protectorat du Nigeria et du gouverneur de Cameroun ex-oriental français. La déclaration conjointe a été faite en 1918. La déclaration reconnaît comme étant internationale la frontière qui sépare le Southern Cameroun de la République du Cameroun français. Et cette déclaration conjointe a été approuvée le 9 janvier 1931 par les gouvernements français et anglais. Donc c'est sur l'intangibilité des frontières, de la frontière qui sépare la République du Cameroun du Southern Cameroun, c'est-à-dire c'est sur la base de ce principe-là que les anglophones se battent. Alors, la disposition majeure qui fonde le combat légitime des anglophones pour leur indépendance est bel et bien l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies. Voici ce que cette disposition prescrit en son article 76 alinéa B. Alors, le but de la tutelle, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le Southern Cameroun est un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies. Alors, le but de la tutelle est de favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle,
ainsi que le développement de leur instruction, favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance. On n'a pas parlé d'indépendance en se joignant à un autre État indépendant. On dit l'indépendance, point. C'est-à-dire que leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement, compte tenu des aspirations librement exprimées des populations intéressées. Donc ça veut dire que l'octroi de l'indépendance devrait être en conformité avec les aspirations librement exprimées des populations intéressées. Donc ça veut dire que ce sont les populations qui elles-mêmes doivent exprimer le vœu d'accéder à l'indépendance. Voilà donc la disposition, c'est l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies. Donc c'est donc cette disposition-là qui fonde les anglophones à revendiquer l'indépendance de leur territoire et de leur peuple. Parce qu'ils n'ont jamais, mais alors, jamais été indépendants du tout. Bon, c'est vrai que vous me direz que oui, de toutes les façons, il y a eu un référendum, pas le référendum, un plébiscite le 11 février 1961 et que ils ont opté à une indépendance en se rattachant à la République du Cameroun. Je viens de vous démontrer tout à l'heure que nulle part dans la Charte des Nations Unies, il n'est prévu une indépendance en se rattachant à un autre État. Donc ça veut dire que premièrement, l'ONU a violé sa propre charte. Et je vous disais tout à l'heure qu'en face, vous avez un système international qui n'a pour argument que l'argument politique. Donc l'argument de droit a été complètement botté en touche par ce camp d'en face là. Et l'ONU a toléré cette situation de non-droit en organisant un plébiscite qui devait permettre, à l'issue duquel le Southern Cameroun, pour accéder à son indépendance, devrait se rattacher soit au Nigeria, soit au Cameroun. C'était contraire. C'est une violation de l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure dans cette disposition des aspirations librement exprimées des populations intéressées. Et justement, je vous parle très souvent de la conférence de Mamfe qui s'est tenue du 10 au 11 août 1959. Alors, au cours de cette conférence de Mamfe, et j'invite ceux qui ont tendance à m'insulter sur mes vidéos là, que oui, tu parles des trucs comme ça, oh, sont les preuves, machin truc. Au niveau de la description là, au bas de la vidéo, cliquez, vous allez voir un lien là. Cliquez sur ce lien et maintenant vous tombez, vous allez voir, quand vous cliquez sur ce lien, la page va s'ouvrir. Maintenant, vous cliquez à nouveau sur le document en PDF. C'est un rapport du Conseil de tutelle des Nations Unies. Vous allez à la page 19. Vous verrez que les populations du Southern Cameroun n'ont jamais voulu d'une indépendance en se rattachant à la République du Cameroun. Je dis bien jamais. Quand elles se sont réunies à la conférence pré-plébiscite de Mamfe qui était présidée par Sir Philipson Sydney, ces populations ont décidé à 67% que deux seules questions leur soient posées. L'intégration au Nigeria ou la sécession d'avec le Nigeria en vue d'une indépendance totale. À aucun moment, nulle part, ils n'ont décidé de se rattacher à la République du Cameroun. C'est l'ONU
lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du 16 octobre 1959, c'est l'ONU qui leur a imposé, qui a fait glisser la question sur le rattachement à la République du Cameroun lors de cette conférence. Et la raison invoquée par l'ONU, je vous l'ai déjà dit maintes fois dans mes précédentes vidéos, c'est que oui, l'Angleterre estimait que le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable, ce qui est faux. Le rapport financier que l'ONU a adressé, que l'Angleterre a adressé au Conseil de tutelle de l'ONU, le rapport de septembre 1954, le rapport financier, était clair. C'est-à-dire que c'était un territoire qui était économiquement prospère. Sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social. La maturité politique, n'en parlons plus. Donc, l'ONU a violé sa propre charte pour des raisons politiques. L'ONU a violé sa propre charte pour des raisons politiques. Et pourquoi je dis que l'ONU a violé sa charte pour des raisons politiques? C'est justement parce que la France convoitait ce territoire-là. La France qui était on va dire quoi, l'ex-puissance occidentale qui administrait, qui assurait l'administration de l'ex-Cameroun oriental sous mandat français. Donc qui dirigeait la tutelle dans l'ex-Cameroun oriental. Donc la France voulait conquérir le Southern Cameroun parce que la société Elf, qui est une société française, avait découvert des gisements de pétrole dans cette zone en 1957 ou 58. Les raisons politiques, les raisons géopolitiques ont guidé l'attitude des Nations Unies et non des raisons juridiques, parce que si ça ne dépendait que du droit, l'ONU appliquait simplement l'article 76 alinéa B de sa charte. Et puis, le Southern Cameroun accédait à l'indépendance totale, comme la République du Cameroun. Mais l'ONU est allée à l'encontre de sa charte parce qu'il fallait satisfaire les appétits, les intérêts géopolitiques de la France et de l'Angleterre. Donc, si l'Angleterre a dit oui, le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable. Non, la raison ne tient pas la route. Et même si c'était vrai d'ailleurs, la même disposition, l'article 76, alinéa B, dit que le but de la tutelle, parce que l'Angleterre avait pour objectif, c'est l'Angleterre qui assurait la tutelle dans le Southern Cameroun. Et le but de la tutelle, c'était de favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle. Donc si en 1959, l'Angleterre déclarait que le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable, ça veut dire qu'elle a failli à sa mission et l'ONU aurait dû prolonger le délai de la tutelle afin que ce peuple puisse, afin que ce territoire puisse atteindre le progrès, puisse connaître le progrès social et économique.